C'est déjà le dernier CDDM de l'année 2025. C'est bientôt les fêtes de Noël, le Nouvel An, et ça m'a amené à me poser une question. Mais d'où partira la Troisième Guerre mondiale ? Ah non, on avait dit fin d'année, sujet plus léger, sujet positif, joie de vivre, tout ça. Je la refais. C'est déjà le dernier CDDM de l'année 2025 et je suis heureux de vous annoncer qu'il n'y aura probablement pas de Troisième Guerre mondiale cette année car elle est bientôt finie. Voilà, c'est déjà plus joyeux. Pourtant, des événements terribles continuent de se produire ces derniers mois, comme celui-ci par exemple. La personne qui vient de se faire dégager de la scène, c'est Maki Otsuki, une chanteuse et compositrice japonaise qui est connue pour être l'interprète de la BO de l'anime One Piece. Qu'est-ce qu'il faut dire déjà ? Ah oui, mais plus sincère qu'on doit séquence. Elle donnait le 28 novembre dernier un concert en Chine dans le cadre du festival Bandai Namco 2025, un festival spécialement dédié à la culture japonaise, festival qui a finalement été annulé en totalité. Mais ce n'est pas tout, plusieurs artistes japonais se produisant en Chine ont été concernés par ces annulations. C'est aussi ce qui est arrivé à la superstar Ayumi Hamasaki, l'impératrice de la J-pop. Son concert était prévu ce 29 novembre à Shanghai. Ses répétitions avaient commencé, 14 000 spectateurs étaient attendus, mais la veille du concert, on lui annonce que tout est annulé. Ces événements sont en fait liés à une grave crise diplomatique en cours depuis plusieurs semaines maintenant entre la Chine et le Japon au sujet de Taïwan. Alors que se passe-t-il entre les deux pays ? En quoi cette crise est-elle liée à leurs intérêts géopolitiques respectifs ? Et est-ce que Xi Jinping est secrètement fan de One Piece ? La réponse à presque toutes ces questions, c'est tout de suite dans CDDM. Cette crise diplomatique a débuté le 7 novembre dernier lorsque la première ministre japonaise Sanae Taikaichi a estimé qu'une attaque armée contre Taïwan pourrait relever de la légitime défense collective prévue par la loi japonaise de 2015 et permettre l'envoi de troupes japonaises. Elle a affirmé qu'une crise dans le détroit de Taïwan pourrait constituer une menace pour la survie du Japon, justifiant, selon elle, un recours à la force. Avant d'analyser tout ça, c'est le fameux moment carte. Si tu dois aller quelque part, je te guiderai, tu peux me croire, je suis la carte. Pour rappel, Taïwan, c'est un archipel composé essentiellement d'une grande île peuplée de plus de 20 millions d'habitants et qui a pour capitale Taipei. C'est à Taïwan que se sont réfugiés les nationalistes chinois après avoir perdu la guerre civile sur le continent contre les communistes en 1949. Taïwan s'est démocratisé dans les années 80 après une longue période de dictature à parti unique. Encore aujourd'hui, le pays a pour nom officiel République de Chine. Et c'est là le nœud du problème. Pékin considère que Taïwan est une province rebelle qui fait partie intégrante de la Chine. Taïwan a longtemps revendiqué toute la Chine continentale. Ce n'est plus le cas aujourd'hui et les Taïwanais sont dans l'ensemble très peu favorables à une réunification avec leurs grands voisins. L'île est gouvernée depuis 2016 par le Parti démocrate progressiste, une formation de centre-gauche favorable à une plus grande souveraineté taïwanaise. De plus, selon les études d'opinion, près des 2/3 des habitants de l'île s'identifient aujourd'hui comme taïwanais plutôt que comme chinois ou chinois et taïwanais, contre 17% il y a 30 ans. La répression à Hong Kong, depuis que le territoire a été rétrocédé à la Chine, a par ailleurs ôté tout attrait au concept « un pays, deux systèmes » pour les électeurs à Taïwan. Mais la réalité pour l'instant, c'est le statu quo. Taïwan n'a pas fait de déclaration d'indépendance alors que le pays est indépendant de facto, mais il n'est reconnu que par une douzaine de pays dans le monde. Et pas par des grandes puissances, C'est genre le Belize, Saint-Vincent et les Grenadines et les Tuvalu. Le total de la superficie des Tuvalu, c'est 26 km². Ça fait environ 1/5 de la taille de Lego d'Emmanuel Macron. Dans le même temps, alors qu'ils ne reconnaissent pas Taïwan, tout un tas de pays ont des relations diplomatiques avec eux, à commencer par les États-Unis, leurs plus proches alliés. Le Taiwan Relation Act, voté en 1979 par le Congrès, garantit la protection de l'île ainsi que des fournitures de matériel militaire américain, et surtout laisse clairement entendre que les États-Unis ne pourraient pas ne pas réagir par la force à une occupation de l'île. En fait, les États-Unis entretiennent vis-à-vis de Taïwan ce qu'on appelle une ambiguïté stratégique. Ils jouent sur le flou sans dire précisément dans quelles conditions ils interviendraient pour défendre Taïwan, mais sans reconnaître non plus leur indépendance alors qu'ils ont reconnu la Chine communiste. En fait, c'est le principe de l'ambiguïté stratégique, volontairement garder le mystère sur ses intentions et les cas qui entraîneraient une réponse militaire pour maintenir une certaine dissuasion. Elle est intéressée par le mec au fond de la pièce, il est comme ça. Oh là, mystérieux, il parle pas. Toute la soirée, il déclenche pas un mot, oh là. Quand on ne sait pas ce qui peut provoquer une réponse, on a tendance à en faire le moins possible.
Enfin, ça c'est pour la théorie. Bon, tout ça c'est très résumé, mais c'est pour que vous compreniez un peu mieux pourquoi toute déclaration sur Taïwan est très risquée et menace de rompre ce statu quo. Macron en avait fait les frais d'ailleurs. Le président français Emmanuel Macron a appelé l'Union européenne à ne pas être suiviste des États-Unis ou de la Chine sur la question de Taïwan. Emmanuel Macron déclare, je cite, « La pire des choses serait de penser que nous, Européens, devrions être suivistes sur ce sujet et nous adapter au rythme américain et à une surréaction chinoise. » Là, il lui avait été reproché de donner des gages à la position chinoise sur Taïwan. Pour les déclarations de la première ministre japonaise, c'est l'inverse. Sa position sur Taïwan a ulcéré la Chine. D'ailleurs, est-ce que ce serait pas enfin le moment d'en venir au sujet de cette vidéo, ou est-ce qu'on rajouterait pas une tartinade de contexte ? Vous me connaissez, c'est parti pour la tartinade. Ce goûter à tartiner, quel délice! Oui, parce que je vous ai pas suffisamment parlé de Sanae Taikaichi. Elle est devenue première ministre du Japon le 21 octobre dernier, c'est très récent, et il s'agit de la première femme à ce poste. À 64 ans, vous l'avez dit, cette fille d'épicier originaire de Nara, ville du centre du Japon, ancienne batteuse d'un groupe de métal, s'est imposée dans un univers politique très masculin, à la force et au poignet, et avec des convictions bien trempées. Bien trempées. Oui, elle est d'extrême droite, quoi. Elle est membre du Parti libéral-démocrate du Japon, qui est le parti de droite qui a été au pouvoir dans l'archipel japonais pendant 66 ans, entre 1955 et aujourd'hui. Oui, ça fait seulement 4 ans sans qu'il ne soit au pouvoir. Et Sanae Taikaichi, elle est membre de l'aile la plus droitière de cette formation politique. Elle est fan de Thatcher, et en 2014, alors qu'elle était ministre, elle avait déclenché une polémique en se prenant aux photos aux côtés d'un nazi du Parti national-socialiste des travailleurs japonais. Je sais pas si on peut dire que c'est un parti d'extrême droite sans que Laurent Nunez porte plainte, mais pour que vous voyez par vous-même, voici le logo du parti en question. Ouais. Nationaliste et militariste, Taikaichi défend aussi une vision révisionniste de l'histoire japonaise, notamment en niant les crimes commis pendant la période impériale, notamment quand le Japon occupait la Chine. Peut-être vous voyez venir le lien avec notre sujet. Non, vraiment, ce n'est pas trop tôt. En effet, l'aspect historique est aussi très important dans cette crise. La Chine accuse le Japon de vouloir faire renaître son empire d'avant-guerre, comme en témoigne cette déclaration de Mao Ning, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères. Si le Japon souhaite emprunter la vieille voie du militarisme, renoncer à son engagement en faveur d'un développement pacifique et compromettre l'ordre international d'après-guerre, il échouera inévitablement. La Chine rappelle aussi que Taïwan a été annexé par le Japon entre 1895 et 1945 suite à une défaite militaire chinoise. Le gouvernement de Pékin se sert aussi de cette approche historique et du spectre de l'Empire du Japon pour justifier l'ampleur de sa riposte et ses prétentions territoriales sur Taïwan. Parce que oui, évidemment, la crise diplomatique, ce n'est pas que l'annulation d'un concert de One Piece. Je rappelle que la première ministre japonaise a quand même parlé d'intervention militaire sur Taïwan en cas d'intervention chinoise. Donc forcément, la Chine a pris de multiples mesures contre le Japon en réponse. Comme le relève Harold Pinault, correspondant à Pékin du journal Le Monde, Pékin veut montrer à Sanae Taikaichi que l'affront a un coût extrêmement élevé, espérant pousser Tokyo à se dédire, mais aussi dissuader d'autres pays d'afficher leur appui aux Taïwanais. La Chine a ainsi annoncé mercredi 19 novembre cesser ses achats de produits de la mer japonais. Elle a commencé à cibler le tourisme et les industries culturelles ces derniers jours. Le 14 novembre, le ministère des Affaires étrangères a déconseillé à ses ressortissants de se rendre au Japon. La riposte chinoise, elle est aussi militaire. Le 6 décembre dernier, le gouvernement japonais a dénoncé un événement qui marque une nouvelle étape dans l'escalade entre les deux pays. Well, tensions have escalated between China and Japan again after Japan accused Chinese fighter jets of aiming radar at its aircraft near Okinawa Islands. Now, the Chinese side has rejected the claims by the Japanese side, saying that Japanese jets provoked its navy, which is in the northeast of Taiwan region. De son côté, la Chine dément toute manœuvre d'intimidation, dénonçant notamment des accusations calomnieuses de la part du Japon. C'est pas nouveau que la Chine effectue des manœuvres d'intimidation militaire dans la région, notamment autour de Taïwan, mais avec le Japon, c'est beaucoup plus rare. Mais il faut aussi ajouter à cela que le Japon est en train de renforcer son arsenal militaire, et ce malgré sa constitution pacifiste adoptée après la Seconde Guerre mondiale. Aspirant sincèrement à une paix internationale fondée sur la justice et l'ordre, le peuple japonais renonce à jamais à la guerre en tant que droit souverain de la nation, ou à la menace ou à l'usage de la force comme moyen de règlement des conflits internationaux. Déjà en 2015, pendant le mandat de Shinzo Abe, un premier ministre appartenant également à l'aile la plus droitière du PLD, le Japon avait adopté une loi permettant à son armée d'intervenir à l'extérieur, mais uniquement dans un cadre défensif, après avoir aussi autorisé les exportations d'armes. Sanae Taikaichi poursuit en ce sens, comme l'explique à BFM TV Marianne Perrondoise, chercheuse à l'IRIS, spécialiste de l'Asie. Le Japon veut aussi modifier un certain nombre de ses bâtiments, de ses frégates, veut acheter aussi de nouveaux chasseurs de combat. Donc effectivement, ce sont des dépenses et des équipements
qui sont lourds, ce qui explique le souci d'augmenter très rapidement ce budget de défense. Et forcément, la Chine dit de son côté que le réarmement japonais est une preuve que ce sont eux qui sont agressifs et qui remettent en cause l'ordre régional. Bon, je pense qu'on a assez de contexte là, vu que l'émission est bientôt finie, mais il faut quand même répondre à une dernière interrogation. Pourquoi Taïwan est aussi importante pour les deux pays ? J'ai évoqué les raisons historiques, surtout pour la Chine, et politiques, mais il y a aussi une explication stratégique, comme le rappelle Sébastien Faletti, correspondant du Figaro en Asie. Il est très clair que le Taïwan est un verrou stratégique en Asie de l'Est, car vous avez un espèce de chapelet d'îles qui part du Japon, qui descend justement à Okinawa, qui appartient au Japon, et ensuite on arrive à Taipei, et ensuite ça continue vers les Philippines. Et donc, si vous voulez, si les Chinois prenaient le contrôle de Taïwan, ensuite, ils seraient bien plus à même de reprendre ensuite le contrôle. Le terme à retenir ici, c'est verrou stratégique. Taïwan, c'est donc un accès au Pacifique extrêmement important pour la Chine. Et donc, en miroir, une annexion de Taïwan serait un danger pour le Japon et son allié états-unien. Quoique, il faudrait nuancer ce rôle des États-Unis. Oui, ils soutiennent militairement le Japon et Taïwan. Mais avec Trump, on n'est jamais trop sûr de rien. D'ailleurs, les États-Unis ont attendu le 10 décembre pour apporter leur soutien au Japon avec des exercices militaires conjoints et un communiqué décrivant leur alliance comme inébranlable. Bon, inébranlable, ça se discute, faut attendre un mois avant de réagir quand même, ça fait beaucoup. Et on comprend mieux pourquoi ils ont autant tardé quand on lit le contenu d'un appel entre Trump et Xi Jinping en novembre dernier. Lorsque Xi communique sur Taïwan, Trump, lui, parle de soja, de fentanyl et d'achats agricoles. Il évite soigneusement de répéter publiquement la moindre formule qui pourrait être interprétée comme une prise de position sur le statut de Taïwan. Donald Trump a conscience de la fragilité de l'apaisement en cours entre Washington et Pékin, et il a déjà fort à faire sur les terres rares, le déficit commercial et la course effrénée à l'intelligence artificielle. En revanche, pour le gouvernement japonais, l'enjeu est bien plus concret, comme le rappelle une analyse du club des juristes sur le sujet. Les gouvernements japonais successifs soulignent ainsi qu'une attaque contre le Japon ou contre l'un de ses alliés ou l'un de ses voisins pourrait constituer une menace à sa survie justifiant un recours en légitime défense. Et ça rejoint les déclarations de Sanae Taikaichi. Elle a bien parlé de légitime défense pour la survie du pays. Oui, parce que peut-être que vous vous en doutiez, mais ces déclarations de la première ministre japonaise sur une intervention militaire en cas d'attaque de Taïwan, c'est pas pour défendre le droit à l'autodétermination du peuple taïwanais. On n'est pas dans la librairie de Philippe Poutou ici. Non, elle a bien parlé de menaces pour la survie du Japon. Comme l'explique une analyse de Philippe Ponce, correspondant à Tokyo du journal Le Monde, au Japon, il serait difficile de se tenir à l'écart d'une offensive chinoise sur Taïwan, située à une centaine de kilomètres de Yonaguni, l'île la plus au sud de l'archipel nippon. Une intervention militaire chinoise impliquerait surtout un blocus du détroit de Taïwan, par lequel transitent les approvisionnements du Japon, en particulier en hydrocarbures. Enfin, si les États-Unis venaient à la rescousse de Taïwan, ce serait à partir de leur base à Okinawa, où sont stationnées la majorité de leurs forces dans l'archipel. En résumé, ce qu'a dit Sanae Taikaichi, en réalité, les dirigeants japonais le pensent déjà depuis longtemps. Et ce serait probablement ce qui arriverait en effet en cas de tentative d'annexion de Taïwan par Pékin. Mais le fait de le verbaliser, ça a mis de l'huile sur le feu d'une situation déjà très tendue entre une première ministre japonaise militariste et révisionniste et un Xi Jinping qui n'a jamais caché ses velléités expansionnistes. Et tout ça alors que la possibilité d'une invasion chinoise de Taïwan est dans les esprits depuis au moins le début de la décennie. Pour le chercheur à l'IFRI Marc Julien, spécialiste de la Chine, les échéances de l'élection chinoise de 2028 et le prochain congrès du Parti communiste chinois en 2027 pourraient changer la donne alors que le pays traverse un contexte compliqué. Avec une situation économique intérieure déclinante, un contexte international qui n'est pas favorable à la Chine, dont l'image est dégradée, et des relations tendues avec tous ses voisins sauf la Russie, on peut anticiper que Xi Jinping pourrait peiner à présenter un bilan positif lui permettant d'être reconduit. C'est là qu'on peut imaginer, peut-être, une aventure militaire sur Taïwan qui lui permettrait d'unifier le pays, d'éventuellement déclarer l'état d'urgence, la loi martiale pour neutraliser d'éventuels débats à l'approche du 21e congrès du Parti communiste. Mais ce n'est encore qu'un scénario. Un scénario très hypothétique, certes, mais qui a le mérite de laisser passer les fêtes. Joyeux Noël à toutes et à tous, et on se voit en janvier. Voilà, l'actualité nationale, c'est déprimant, mais n'oubliez pas que l'international sera le genre humain.